Bonjour Maxime, du coup tu es transplanté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton handicap? Bonjour, ben alors oui, je suis transplanté, précisément je suis transplanté cardiaque, c'est-à-dire que quand j'étais plus petit, on m'a changé de cœur en raison d'une maladie. Pour expliquer très rapidement ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 6 ans, je suis très rapidement tombé malade, on ne sait pas d'où ça vient, même avoir fait quelques tests génétiques, on ne sait pas d'où ça vient, et mon état s'est très vite dégénéré. Il faut partir du principe que dans mon cas, on a eu... En 3 semaines, mon état avait très vite dégénéré et j'ai eu nécessité une opération d'urgence. Là, j'ai été opéré à l'hôpital de la Timone le 6 juin 2006. Et pour dire à quel point c'est grave, c'est qu'on m'a mis en tête des listes en priorité. Vraiment, c'était, pour extrapoler, aux portes de la mort. C'était quelque chose de très violent et de très soudain. Pour preuve, ce que j'ai subi s'appelle une cardiomyopathie dilatée fulgurante. Par la suite de cette opération, je suis resté 1 mois dans le coma, où j'ai vraiment perdu en masse corporelle. J'ai dû ensuite, quand je suis réveillé, réapprendre à parler, réapprendre à marcher, réapprendre à manger, apprendre beaucoup de choses, parce que pendant 1 mois, on me nourrissait avec des tuyaux dans la gorge. Donc j'ai dû tout réapprendre littéralement à vivre une vie. De plus, il est important de noter quand on est transplanté, il y a une chose de très dur à admettre, c'est le fait qu'on vit avec le corps de quelqu'un d'autre qui est mort, et c'est quelque chose qu'en tant que transplanté, on doit appréhender. Parce que dans les faits, vu que je suis transplanté cardiaque, le cœur qui bat aujourd'hui dans la poitrine, c'est le cœur de quelqu'un qui est mort en 2006, un enfant de mon âge, que je ne peux pas connaître l'identité, grâce aux lois de bioéthique, à cause des lois de bioéthique. Et c'est quelque chose, on va dire, qui est très, très particulier pour les greffés et pour tous les greffés, en fait, pas que pour ceux qui ont, pas uniquement ceux qui sont transplantés cardiaques, mais surtout les reins, les poumons, tout. Parce que on ne sait pas, tout simplement. Par la suite, donc, je dois apprendre à vivre, et aujourd'hui, on pourrait dire que je suis une personne lambda, c'est-à-dire que quand vous allez me croiser dans la rue ou dans la fac, on ne peut pas penser que je suis transplanté, que j'ai une maladie, que j'ai quelque chose, que j'ai ci. C'est, on va dire, pour ça qu'on dit que je suis une forme de handicap invisible. Et aujourd'hui, ce qui vraiment, on va dire, handicap ma vie, c'est quelque chose, c'est que je dois prendre tout le temps des médicaments pour combattre mon corps. Parce qu'ayant un élément étranger dans mon corps, je suis obligé de prendre des médicaments qui empêchent mon corps de tuer mon cœur qui me maintient en vie. C'est quand même assez ironique. Et de plus, je suis obligé tout le temps d'aller très souvent à l'hôpital, pour l'instant tous les 3 mois, pour surveiller mon état de santé général, parce qu'on a, j'allais dire, dans le brouillard, on ne sait pas du tout qu'est-ce que sera fait l'avenir. On est très peu en France à avoir eu ce genre d'opération et à avoir eu si jeune. Quand on m'a donné un chiffre, je ne sais plus s'il est vrai, qu'on avait été 6 à être opérés du cœur en 2006, en tant que mineur. Et on va dire, on a tellement de vie, c'est qu'aujourd'hui, on estime que j'ai une espérance de vie de plus de 25 ans, mais on ne peut pas avancer un peu plus parce qu'on ne sait pas. On découvre le jour, et c'est quelque chose qu'il faut aussi appréhender. Après, ce qui est important à voir pour ce genre de personne, c'est qu'on ne peut plus vivre on peut plus vivre nous-mêmes comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout surveiller, on est obligé de surveiller notre alimentation, d'éviter certaines choses, de ne pas pouvoir aller à certains endroits. Je suis tellement... mes médicaments qui suppriment mes défenses... m'empêchent d'être dans certains endroits du monde, par exemple en Afrique, en raison de maladies comme le paludisme, qui serait plus que mortel dans mon cas. Ou par exemple, dans les cas de rougeole ou de grippe, je suis obligé de m'exiler, de m'enfermer pour éviter de tomber malade. Sinon, je peux aller aux urgences à l'hôpital et ça peut être très grave. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement mis en place par l'université Pour mon cas, parce que je ne peux parler que de mon cas, je ne peux être que heureux de l'accompagnement qui a été mis en place. Dans les faits, le premier jour où je suis arrivé, je suis allé directement voir le médecin pour lui parler de mon cas, pour directement voir ce que l'université mettait en place. Et il m'a, dans la semaine, accueilli dans son bureau. On a discuté pendant 1 heure de mémoire de mon problème. Je lui ai montré mon dossier médical, je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'était passé, comment je le vis aujourd'hui, et que aujourd'hui je suis un petit peu diminué physiquement parce que
j'ai dit que certaines difficultés au niveau physique. Par exemple, monter la pente, la pente pour venir dans la fac, ça peut être assez éprouvant. Et il m'a proposé de l'accompagnement en me disant que si j'avais des problèmes, je pouvais toujours venir en parler. Il a le double médicament toujours en cas de problème pour avoir un verrou de sûreté ici. Et il m'a proposé une place sur le parking de la fac pour me simplifier mon accès à la faculté en raison que je suis toujours obligé de me garer loin ou de marcher à un moment. D'accord, donc pour toi, qu'est-ce qui manque dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui n'est pas adapté? Dans mon cas, je ne peux rien dire parce que je demande pas. Au départ, je demandais aucun accompagnement. Je demandais juste qu'on m'écoute, qu'on soit conscient de ce qui m'arrive. Par souci de vérité, il est bien de savoir qu'on a un élève qui est malade entre guillemets. Moi, je ne peux rien dire. Dans mon cas, je trouve que l'université fait beaucoup pour moi. Au départ, je pensais trop. Hein. J'ai jamais demandé par exemple la place. J'ai jamais demandé. J'ai même hésité à accepter. Mais je peux rien dire contre l'accompagnement qui a été mis en place. D'accord. Et si tu avais un mot à dire pour sensibiliser les étudiants, qu'est-ce que tu dirais? Bon, dans mon cas, ou plus généralement dans un handicap invisible, c'est que les personnes malades ou handicapées veulent être considérées comme tout le monde. On n'a pas envie qu'on soit mis au-dessus du lot ou parce qu'on a quelque chose. Après, comme je l'ai dit, moi je suis une personne lambda aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui vraiment prouve que je suis malade, c'est que je suis obligé d'aller à l'hôpital, je suis obligé d'avoir une surveillance constante, obligé de prendre des médicaments. Mais dans le reste de mes activités, je suis comme tout le monde. Et ce qui est encore plus dangereux dans ce cas-là, c'est que ces genres de handicap ne s'annoncent pas. On ne peut pas savoir quand ça va arriver, à qui, précisément à qui. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, n'importe quand. C'est comme je l'ai dit au début, avant j'étais un enfant de 6 ans, qu'est-ce qui est le plus heureux, de dire qu'il avait la vie devant lui, et du jour au lendemain je tombe très gravement malade, et ça me force à changer ma vie, à subir une opération. C'est quelque chose de très violent. Hein. Parce que pour moi, pour la famille aussi, les handicaps, il faut imaginer que c'est peut-être aussi violent pour l'individu et pour la famille. Donc vraiment ce que je veux dire, c'est ne pas voir l'handicap comme quelque chose où il faut avoir pitié ou quelque chose où on va avoir honte. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Il faut presque être fier, j'ai envie de dire, essayer de vivre avec et d'aider les gens à vivre avec. D'accord. En tout cas, merci pour merci ces à toi. minutes d'accorder et puis bonne journée. Et bonne chance pour la suite. Merci. Du coup, bonjour Laurent. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je suis là aujourd'hui parce que je suis atteint de la mucoviscidose. Donc, c'est une maladie pulmonaire qui est recensée comme étant un handicap. Et donc, c'est un handicap invisible. Donc, c'est pour ça que je suis là pour témoigner. D'accord. Et qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté au quotidien à cause de ta maladie? Au quotidien, c'est surtout de la toux constante. Donc, pour ça, je vais chez le kiné tous les jours. Je vais au sport aussi, c'est très utile, tous les jours aussi, donc ça fait des heures d'études en moins. Je prends des médicaments aussi pour tout ce qui est digestion. Je peux avoir des aérosols ou avoir des cures d'antibiotiques. Et des visites trimestrielles à l'hôpital. D'accord. Est-ce que tu te sens aidé par les autres au quotidien, par les médecins, etc. Les médecins, oui. Comme je dis, je vais à l'hôpital tous les 3 mois, c'est le minimum requis. Donc ils m'aident bien. J'ai les kinés aussi tous les jours qui m'aident aussi beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi les rendez-vous tous les ans avec le médecin de la fac, qui est aussi, c'est un check-up un peu. D'accord. Comment vis-tu ton handicap au sein de l'université? Plutôt bien, moi je suis pas trop non plus trop atteint, donc c'est plutôt bien. Les potes et les autres sont plutôt conciliants. La toux, on s'y habitue, hein, on va dire. Et tout ce qui est amphithéâtre, parfois je peux avoir des quintes de toux un peu plus longues, mais là j'essaie d'éviter de trop déranger. Sinon ça se passe plutôt bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement mis en place par l'université? Ils sont très conciliants. J'ai un tiers-temps donc pour les examens. Et si jamais j'ai des journées de 10 heures, par exemple, j'ai besoin d'aller au kiné. Dans ces cas-là, je m'absente une demi-heure et les profs m'autorisent à m'absenter, quoi. Donc ils sont plutôt cool avec ça. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qui manque dans cet accompagnement ou qui n'est pas adapté ou devrait être modifié?
Moi, j'ai pas trop à me plaindre sur ce sujet-là. Ils sont à l'écoute et ils comprennent. Ça va. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'étudiant qui te regarde pour le sensibiliser au handicap invisible? Dire que je sais pas trop si jamais il y a des comportements un peu anodins ou bizarres, on va dire, pour les personnes normales, qu'il peut y avoir quelque chose dessous, il peut y avoir des vrais soucis et qu'il faut pas juger à l'apparence, essayer en tout cas. D'accord. Bah, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci à toi. Du coup, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je suis là parce que je suis dyslexique dysorthographique. Je dirais que ma mère a vu que j'étais dyslexique quand j'avais 3 ans parce qu'elle-même est dyslexique. C'est génétique. Enfin, il y a une part de génétique et une part de développement. Je sais pas comment dire. Du coup, j'ai ma mère qui est dyslexique, dysorthographique, et ma sœur aussi. Donc, on est 3 dyslexiques. Et qu'est-ce que c'est la dyslexie? Alors la dyslexie, il y a plusieurs formes de dyslexie. Il y a dyslexie phonologique, donc c'est les sons, on confond surtout les sons. Et dyslexie visuelle, donc là c'est à l'écrit, par exemple confondre le B et le D. Et il y a la dyslexie mixte, donc là c'est les deux. Et donc ça entraîne souvent des problèmes au niveau du CP, quand on est au CP, quand on apprend à lire, quand on apprend à écrire aussi, du coup. Et moi j'ai une dyslexie mixte, donc phonologique et visuelle. Donc ça m'a quand même posé pas mal de problèmes en apprenant à lire, surtout que ma maîtresse avait une méthode globale et ça c'est pas très bon pour apprendre à lire, ne serait-ce que pour les personnes qui sont pas forcément dyslexiques. Pour tout le monde en fait ça pose des problèmes et du coup j'ai dû apprendre, c'est ma mère qui m'a appris à lire et mon orthophoniste parce que ça, voilà. Quelles difficultés rencontres-tu au quotidien? Alors, c'est surtout au CP que ça m'a posé des problèmes. Et après, en grandissant, les profs déjà qui savent pas forcément ce que c'est. Ça, c'était surtout en primaire, qui n'étaient pas informés. Et certains autres qui disent mais non, elle a pas de problème, elle est pas plus nulle qu'un autre, donc elle est pas dyslexique. Ça, on me l'a surtout dit au collège. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des moins bonnes notes que moi, mais après, en attendant, derrière, je travaillais 2 fois plus, quoi. Est-ce que tu te sens aidée par rapport à ces difficultés? Alors, on va dire que plus on avance dans la scolarité, plus on est aidé. En primaire, c'était surtout compliqué, justement, parce que les profs savaient pas ce que c'était. Après, au collège, un petit peu plus, mais là encore, il y avait certains profs qui pensaient que c'était juste pour faire chier, en fait, que ça les faisait chier, qu'il y ait une personne qu'il fallait qu'elle ait un tiers-temps, tout ça, qu'il fallait avoir des aménagements. Donc, il y en avait, ils s'en fichaient, comme les autres, quoi. Mmh. Et après, au lycée, ça allait un peu mieux, même si il y en avait certains qui sentaient que ça les énervait un peu quand même. Et après, à l'université, franchement, c'est top. D'ailleurs, comment vis-tu ton handicap au sein de l'université? Franchement, c'est bien. Enfin, j'avais déjà fait une demande d'ordinateur au lycée parce que j'ai des problèmes pour organiser mes idées. Et ils m'avaient refusé ça parce que j'écrivais trop bien, justement, que j'arrivais à écrire normalement. Et que j'avais pas de difficulté là-dessus, alors que là c'est même le médecin qui me l'a proposé à l'université, donc franchement. Et qu'est-ce que tu trouves bien dans cet accompagnement mis en place par l'université? Justement, qu'ils proposent des ordinateurs, même si moi j'ai pas, mon écriture elle est quand même lisible, même si j'écris pas le mieux, quoi, mais pour les fautes d'orthographe, pour organiser les idées, même si, voilà, je trouve que c'est bien. Et qu'est-ce qui manque pour toi peut-être dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui pourrait être modifié, changé? Je sais pas. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et si tu avais un mot à dire pour les étudiants, pour les sensibiliser, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
à ceux qui vont t'écouter? Je sais pas. C'est quand même assez connu, la dyslexie, dysorthographie. Après, je sais qu'il y a quand même pas mal de clichés. Une fois, j'avais lu un livre comme ça. Un jour, la personne m'a dit mais c'est pas possible, t'es dyslexique. Ça n'empêche pas de lire. Ça n'empêche pas de lire, ça n'empêche pas de faire des hautes études. Voilà. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Du coup, bonjour. Dis-moi pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as eu? J'ai été diagnostiqué à l'âge de 2 ans de ce qu'on appelle un TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour mon cas, c'est avec hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental plus ou moins complexe à expliquer. Donc, il y a des sites très bons sur Internet qui expliqueront ça mieux que moi. Par exemple, TDAH France. Donc, ça sera plus rapide et plus efficace, déjà, pour commencer. D'accord. Mais est-ce que tu peux me parler un petit peu, quand même, juste pour que les étudiants puissent connaître? Alors, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça amène déjà, comme le dit le nom, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, donc c'est-à-dire de l'impulsivité, de la difficulté à gérer ses émotions, surtout les émotions fortes. Donc par exemple la colère ou alors la tristesse, ce genre de choses. Mais ça se marque surtout chez les enfants au niveau de l'impulsivité. Donc ils vont avoir plus de mal au niveau de relations sociales parce qu'ils vont pas forcément avoir de limites. Généralement ça se corrige à l'âge adulte. La gestion des émotions et de l'impulsivité est meilleure. D'accord. Quelles difficultés rencontres-tu au quotidien Au quotidien, étant donné que maintenant j'ai quand même pas mal grandi, je suis plus vraiment un enfant, j'ai un peu moins de difficultés au niveau de l'hyperactivité, donc au niveau de l'impulsivité, gestion des émotions, etc., même si c'est encore marqué. Maintenant, c'est plus au niveau de tout ce qui est attention, parce que les troubles de l'attention sont quand même marqués autant au niveau de l'enfance qu'au niveau de l'âge adulte. Après, il y a tout ce qui est rapporté au TDAH, donc tous les troubles qu'on appelle dys, donc la dyscalculie, donc la difficulté mathématique, pour faire gros, la dysgraphie, donc c'est de lien avec la dyspraxie qui est la maladresse, on va appeler ça comme ça, la maladresse. Et la maladresse fait qu'au niveau de la dysgraphie, on a une écriture manuscrite, je dirais pas illisible, mais très moche, voilà. Et après, il y a encore beaucoup de dys que j'ai... mais il y a surtout la dyslexie que moi je n'ai pas et qui est très présente chez les TDAH et très handicapante. D'accord. Est-ce que tu te sens aidé par rapport à tes difficultés? En général ou au niveau de l'université? En général. En général, oui. Au niveau scolaire, j'ai été vraiment très bien encadré, même si au niveau administratif, pour avoir des aménagements de type tiers-temps, donc c'est du temps en plus au niveau des évaluations, de type bac, contrôle classique ou partiel. C'est très difficile au niveau administratif pour avoir ça. Mes parents ont fait ça et ont eu beaucoup de mal. Mais après, au niveau des professeurs, autant collège, lycée, école élémentaire, etc., j'étais très bien encadré. Au niveau professionnel de santé, psychologue, psychothérapeute, etc., très bien encadré également. Et j'ai surtout été suivi par une neurologue, professeur Cheminal, qui m'a très bien suivi. Donc en vérité, le TDAH, après, si on est bien suivi, c'est handicapant, mais ça améliore beaucoup la vie. Et après, au niveau de la fac, oui, on est très bien encadré également au niveau des aménagements et des aides qu'on peut avoir. D'accord. Comment vis-tu ton handicap au sein de l'université? De façon beaucoup plus simple qu'au niveau collège et lycée, déjà, pour commencer.
L'organisation est clairement meilleure. On voit qu'ils ont plus l'habitude. Et surtout au bureau de l'autonomie, où le personnel fait un travail qui est absolument magique. Ouais, c'est comme sur des roulettes, c'est impressionnant. Et après, au niveau du médecin préventif, pareil, le travail est parfait. J'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté-là. D'accord. Du coup, je te demande pas qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement, mais pour toi, qu'est-ce qui pourrait manquer dans cet accompagnement ou qu'est-ce qui n'est pas adapté? Pas adapté, je sais pas comment dire. Parce que, on va dire, je suis pas dans la situation, mais peut-être les aménagements pour les personnes à mobilité réduite. De mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est pas forcément des plus pratiques. Par exemple, la grande montée pour Vauban, où ils ont mis des aménagements pour les fauteuils roulants. Mais encore faut-il pouvoir faire la montée, quoi. Voilà. Alors, Après, je sais pas vraiment. maintenant, mais- il leur donne accès, au portail derrière, ou alors il y en a qui peuvent même se garer dans le parking des portes. Très bien. Ça dépend du cas, ça dépend, voilà, c'est pas moi qui gère, mais... Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur le fait aussi que peut-être le seul point négatif au niveau des handicaps avec l'université, c'est au niveau de l'information. Bah, par exemple, cette journée, elle est géniale parce que ça permet à beaucoup de monde de s'informer sur les handicaps invisibles, particulièrement, parce que les handicaps visibles, on est beaucoup mieux informé, je trouve. Mais oui, c'est vraiment le seul point négatif avec la fac de Nîmes, et même les facs en général, hein, c'est au niveau de l'information pour les handicaps. Ouais. Pour toi, si tu avais un message à donner à l'étudiant qui va te regarder pour le sensibiliser à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Pose des questions. Voilà. Après, il faut le faire avec un certain tact, forcément. Dès que, par exemple, dans une conversation des plus classiques, il y a un angle pour engager la conversation, ça peut se faire. Demander à la personne si ça ne dérange pas d'en discuter, et surtout dire, je ne sais pas me dire la phrase magique, mais personnellement, je ne suis pas très bien informé, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et généralement, ça passe toujours. J'ai vraiment très envie d'informer les gens au niveau des TDAH parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de clichés. Par exemple, c'est juste que l'enfant est mal éduqué ou ce genre de choses-là. Et pas assez d'informations fiables, surtout. D'accord, super, merci en tout cas pour tes réponses.